Prendre soin de nous. Les rendez-vous de l'IFSI sur Radio Interschool. Les jeudis de 16h à 17h. L'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. On va se retrouver avec les étudiants pour qu'ils parlent de thèmes portant sur la santé. Avec des intervenants spécialisés par rapport au domaine. Les étudiants seront là pour vous apporter les informations dont vous aurez besoin. Prendre soin de nous. Prendre soin de nous. Nadia, Noémie, Kersan, Maïté, Cindy, Nora et moi-même Kémani, tous étudiants en soins infirmiers de deuxième année. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet délicat mais crucial, le suicide chez les jeunes entre 15 et 25 ans en Guadeloupe. Nous allons explorer les causes, les signes avant-coureurs et surtout, comment pouvons-nous aider à prévenir ces tragédies. Restez avec nous pour des témoignages poignants et des petits conseils. Notre problématique est comment repérer et agir face au risque de suicide chez les jeunes en Guadeloupe. Mais pour commencer, Noémie, qu'est-ce que le suicide? Donc, l'OMS définit le suicide comme un acte qui consiste à se donner délibérément la mort. Donc, depuis quelques années, à l'échelle internationale, plusieurs rapports sur le sujet ont parlé de suicide complété pour identifier les décès par suicide. Donc, cette expression a remplacé celle de suicide réussi qui est actuellement considérée comme inappropriée puisqu'on ne veut pas qualifier un décès par suicide de réussite. Donc aujourd'hui, on a plus tendance à utiliser simplement le mot suicide ou les mots mort par suicide au lieu de suicide complété. Mais du coup, si j'ai bien compris, le suicide, c'est l'acte de se donner délibérément la mort. Il est vrai qu'autrefois, on utilisait le terme suicide réussi pour parler des personnes qui se sont suicidées, mais ce terme est maintenant jugé inapproprié. Aujourd'hui, on préfère utiliser simplement le mot suicide ou l'expression mort par suicide, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et en fait, le suicide est assez complexe en fait. Il comporte plusieurs étapes et on va voir un peu les différentes étapes du suicide. Du coup, en fait, la première étape, c'est la détresse. La personne vit une situation problématique et une souffrance en fait, psychologique qui est durable. Elle envisage un certain nombre de solutions pour y faire face à ce moment-là. Ensuite, il y a le flash. La personne commence à fantasmer sur la mort comme une solution possible à ses problèmes. Ensuite, la troisième étape, en fait, c'est elle commence en fait à avoir des idées suicidaires. Les pensées suicidaires deviennent plus fréquentes et plus détaillées. La personne peut commencer à planifier un acte suicidaire. La quatrième étape est la tentative de suicide en elle-même. La personne passe à l'acte, mais l'acte peut être incomplet ou voire échoué. Et ensuite, du coup, on arrive au suicide, l'acte suicidaire est réussi et entraîne la mort de la personne. Il est donc crucial, en fait, de reconnaître ces étapes pour pouvoir intervenir et offrir le soutien nécessaire à ceux qui en ont besoin. Et Nora, que peux-tu nous dire sur les statistiques concernant le suicide en Guadeloupe? Alors, en Guadeloupe, environ 23 suicides sont recensés chaque année, avec une augmentation notable des tentatives de suicide chez les jeunes depuis la crise sanitaire. Les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables, représentant 53% des hospitalisations pour tentatives de suicide. Donc les pensées suicidaires ont été multipliées par plus de 2 depuis 2014 chez les jeunes entre 18 et 24 ans. Les tentatives de suicide déclarées au cours de la vie ont augmenté de 50% par rapport à 2017 et celles déclarées les 12 derniers mois de plus de 60%. Donc ce que l'on peut retenir, c'est que le suicide est en augmentation depuis plusieurs années en Guadeloupe. Il s'agit donc de sujets de santé publique. En effet, selon l'Agence de santé publique, ces résultats montrent qu'il y a un important changement depuis la crise de Covid-19. Nous pouvons remarquer que depuis la crise, les suicides sont beaucoup plus présents chez les jeunes que chez le reste de la population, ce qui n'était pas le cas avant. Cette inversion de tendance vient confirmer la progression importante du mal-être chez les jeunes et du coup, dans cette tranche d'âge, la santé mentale des jeunes femmes semble particulièrement affectée. La prévalence des pensées suicidaires atteint 9,4% des femmes de 18 à 24 ans. Celle des tentatives de suicide au cours de la vie, 12,8%, et celle au cours de l'année, 2%. Mais finalement, qu'est-ce qui conduirait à cette augmentation de pensées suicidaires en Guadeloupe chez nos jeunes? Le suicide est un phénomène complexe, c'est-à-dire qui résulte de l'interaction de divers facteurs qui peuvent être psychologiques, sociaux, culturels ou environnementaux. L'étiologie même de ce problème est souvent multifactorielle.
c'est-à-dire qu'il implique une combinaison de vulnérabilité personnelle et de facteurs de stress externes. Auriez-vous des idées de facteurs favorisant au suicide? Oui, chers collègues, donc je vais commencer par les troubles mentaux non traités. Donc, il faut savoir que plus de la moitié des enfants en Guadeloupe se sentent stressés, déprimés, éprouvent de la tristesse, de l'angoisse régulièrement. Donc, beaucoup de jeunes ont du mal à vivre leur adolescence ou encore leur passage à la vie d'adulte. Donc, prenons simplement l'exemple de la pression qui s'installe lors de l'ouverture de la plateforme Parcoursup chaque année pour les lycéens en plus de leur examen du baccalauréat. Il ne faut pas non plus oublier qu'on peut retrouver comme facteur le contexte socio-économique et familial, c'est-à-dire tout ce qui est précarité, isolement social, les conflits familiaux aussi, par exemple les divorces, les séparations qui peuvent y avoir au sein d'un couple et qui affectent l'enfant. Ok. Ben aussi, on peut retrouver aussi la souffrance à l'école ou même au travail, le stress qui est lié aux restructurations d'entreprise, au harcèlement des camarades ou collègues, à la pression ou au manque de soutien. L'impression en fait de ne pas se sentir à sa place contribue en fait à un mal-être. Et ce stress en fait nous le connaissons très bien parce que en tant qu'étudiant en fait, avec que ce soit la charge de travail, les examens, etc., voilà quoi. Les difficultés personnelles. C'est ça, il y a les stages, l'alternance avec les cours et surtout les notes. C'est ça, c'est important pour nous. Et ça nous met une pression, même si c'est peut-être pas la famille qui met la pression, mais voilà quoi. On a nous-mêmes la pression. C'est ça, on se met la pression tout seul des fois. Même aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est une pression. Voilà. Mais on est là pour, et voilà, on va faire de notre mieux. Après, il ne faut pas oublier non plus la crise de Covid-19 qui nous a touchés il n'y a pas très longtemps non plus, qui a augmenté l'isolement et donc les pensées suicidaires chez certains jeunes, notamment les adolescents. Mais du coup, on peut aussi penser aux relations amoureuses, les déceptions, les infidélités, la distance. Par exemple, les déceptions amoureuses, elles peuvent perturber l'équilibre psychologique des adolescents, les rendant vulnérables à des idées suicidaires. Les relations toxiques aussi, elles incluent la violence physique ou émotionnelle. Elles peuvent augmenter le risque de comportement suicidaire, n'est-ce pas? Oui. Mes chers collègues, et les réseaux sociaux du coup? Oui, c'est vrai, les réseaux. Particulièrement. Oui, surtout dans notre génération. Voilà, on a tous un exemple. De cyberharcèlement, donc on sait que les réseaux sociaux peuvent être une cause de suicide chez les jeunes pour plusieurs raisons. Les jeunes peuvent être victimes de harcèlement en ligne, ce qui peut entraîner une détresse émotionnelle intense et un sentiment d'isolement. Les réseaux sociaux montrent souvent des images idéalisées de la vie des autres, ce qui peut emmener les jeunes à se sentir inadéquats ou déprimés en comparant leur propre vie à ces images, par exemple. Ils sont également confrontés à une pression constante pour être populaires et obtenir ce qu'on appelle des likes et des commentaires positifs, ce qui peut augmenter le stress et l'anxiété. De plus, ils peuvent être également exposés à des contenus qui normalisent ou encouragent des comportements autodestructeurs. Passer beaucoup de temps en ligne peut réduire les interactions sociales, ce qui peut aggraver les sentiments de solitude et de dépression. Par exemple, on a les vidéos qui fuitent. Oui, les nudes. Exact. On a tous un exemple. Oui. Par exemple, même au lycée, enfin, quand j'étais au collège plutôt, il y avait une fille, il y avait une photo d'elle qui avait fuité. On la voyait en apparence au lycée, elle était bien, enfin au collège plutôt, elle était bien. On savait, enfin voilà, qu'on ne sait pas ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent au fond d'elle. Mais au fond, peut-être qu'elle elle a en difficulté. C'est ça, c'est pour ça que je pense qu'il faut accompagner, il faut essayer de poser des questions, même si qu'en apparence, en tout cas, elle a l'air de... Voilà. Oui, surtout que tout ça, ça impacte sur son environnement, sur son avenir, sur son comportement social. Peut-être qu'elle va s'isoler elle-même du reste de ses camarades ou de sa famille. Et du coup, c'est important de pouvoir aller vers cette personne qui a peut-être eu ses photos qui fuitent ou qui est sortie d'une relation,
qui n'a pas été fructueuse, on va dire, d'accord? Oui, car on ne sait pas en fait ce qu'elle traverse au fond d'elle, donc voilà. Ouais, ça finit pas, franchement, quand ça commence. Ouais. Il y a également les jeux qui appellent au suicide. Oui, par exemple, il y a quelques années, il y avait, par exemple, sur TikTok, je ne sais pas si vous connaissez le Labello Challenge. Ça me dit un truc. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Quand le Labello se finissait, il s'agissait de mettre fin à ces jours. Ouais. Il y en a plein comme ça. Oui, il y en a plusieurs. Ok, ah ben, je connaissais pas, tu m'apprends un truc. Pareil. Ok. Il y avait aussi une mode où au collège, les enfants aimaient bien se mutiler. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque. C'était pas... peut-être qu'il y avait des pensées... Peut-être qu'il y avait des pensées peut-être dépressives derrière, ou peut-être que c'était juste pour suivre la mode, mais en tout cas, il est bon de souvent poser cet encadrement-là pour savoir si vraiment la personne souffre en elle-même. C'est vrai. En plus, elles prennent ça comme un jeu, du coup c'est difficile de savoir. De s'arrêter, de les arrêter. Et de connaître la vraie détresse en fait. C'est ça. Bon, ben, du coup... On peut revenir quand même sur les relations amoureuses pour le coup. Oui, pourquoi pas? Nous sommes des adolescents, des jeunes adultes, donc je pense qu'on connaît. On a tous déjà eu une relation amoureuse qui a peut-être mal tourné ou qui s'est mal finie. Et peut-être qu'on a eu, peut-être pas juste aller jusqu'au suicide, mais en tout cas on a eu des pensées assez sombres. Une sensation que le monde s'écroule tout d'un coup. Surtout si on a développé une dépendance affective durant cette relation. C'est clair. C'est souvent le cas, pour le coup. Il y a aussi les grossesses non attendues chez les jeunes au lycée ou même collège qui font des dénis de grossesse ou à cet âge-là, ils n'ont pas forcément les moyens d'élever un enfant tout simplement. Donc ils ne s'attendaient pas à ça et ça peut aussi contribuer à... Il y a également la pression des parents. Oui. Ouais, c'est ça. Surtout dans la culture guadeloupéenne. Comment tu vas rentrer chez toi? Comment tu vas annoncer ça? Il y a plein de questions comme ça. Oui, c'est ça. Bon, du coup, après avoir défini ce qu'est le suicide, avoir donné quelques chiffres et les facteurs qui pourraient influencer l'augmentation des suicides chez les jeunes, on va passer à une petite pause et nous reviendrons avec un témoignage d'une jeune. Oui, donc nous avons maintenant un témoignage d'une jeune qui souhaite rester anonyme et qui est proche d'une personne qui a traversé des périodes difficiles avec notamment des tentatives de suicide. Donc, nous allons l'écouter. Donc, écoutons maintenant le témoignage d'une jeune qui souhaite rester anonyme. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci pour d'avoir appel présente pour notre émission. Ton témoignage. Voilà. Donc, je vais te poser quelques petites questions et tu vas nous répondre. Donc, comment tu pourrais décrire la relation que tu entretiens avec la personne concernée? Alors, la relation que j'entretiens avec la personne concernée, je dirais que nous avons une relation très fusionnelle, mis à part tout ce qui se passe dans sa vie. Mais que de l'autre côté, la relation est quand même, comment dire, il y a beaucoup d'appréhension, car pour cette personne, comme je suis très proche d'elle, du coup j'ai toujours peur que ses envies apparaissent et que je ne puisse pas gérer la situation. Mais mis à part le fait de tous ces problèmes qui se passent dans sa vie, nous avons une très bonne relation. Et j'espère qu'elle restera comme ça. Ça t'a pas empêché de toujours avec elle? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, ça m'a motivée justement à être là pour elle, à me sentir notamment stable moi-même dans ma tête, afin de pouvoir l'aider, car toutes les personnes qui l'entourent ne sont pas forcément présentes pour elle, donc je tiens à ce que ça reste comme ça. Ok, juste pour savoir, là, tu m'entends de là? Oui, oui. Ok, parce qu'on pourrait se dire que tu vas voir peut-être la personne différemment, que voilà quoi. Ça sera pas la même personne pour toi. Il y a des gens comme ça qui, voilà, ils abandonnent la personne. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais franchement, t'as un bon fond. On va continuer les questions, d'accord? D'accord.
Donc, est-ce que tu as remarqué des changements dans son comportement avant la première tentative de suicide? Alors, je dirais que non. Je dirais que non, car la première tentative de suicide remonte au lycée, en seconde. Et nous n'étions pas forcément préoccupés par cela, car on venait de se rencontrer. Tout le monde connaît, hein, les jeunes au lycée, ça blague, on rigole, on mange ensemble, on raconte tout et rien. Et non, je n'ai pas eu de signe alarmant me disant que voilà, qu'elle allait passer à l'acte ou qu'elle avait des envies. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, dans son comportement, j'ai vu que c'était une personne assez dépressive, qui s'isolait, qui pleurait, qui voulait tout le temps rester dans son coin. Sur son statut, elle affichait des choses que je ne comprenais pas forcément avant. Mais avec le temps, j'ai su prendre la parole et lui poser certaines questions, car je me suis dit que je voulais savoir qu'est-ce qui se passait et qu'elle ne reste pas dans l'oubli. Okay. Donc je lui ai posé certaines questions et elle m'a guidée. Ok, mais sous le coup, en fait, t'as pas voulu aller vers elle parce que pour toi, c'était pas vraiment, enfin, en apparence, ça allait pour toi, en fait. Non, du tout. Pour moi, c'était juste une petite phase. C'est ça, comme ça, où elle se sentait pas bien. Ça, pourtant, en fait, sa personnalité peut-être qui aurait été comme ça. Effectivement, oui. Okay. Et cette personne-là a fait une seule tentative ou elle a essayé plusieurs fois? Elle a essayé plusieurs fois. De la seconde à maintenant, il y en a eu beaucoup qui ont été assez graves. Et jusqu'à maintenant, elle essaye de remonter la pente et j'espère qu'elle réussira, car c'est pas facile. Ok, du coup, comment tu as réagi en apprenant la tentative de suicide? Alors, je l'ai un peu mal pris, pas du sens où je lui en voulais, mais je ne comprenais pas pourquoi elle voulait en finir, pourquoi tout ça, car elle montrait toujours que c'était une personne joyeuse, qui aimait la vie, qui aimait sourire, qui aimait raconter ces choses. Et la première fois, je l'ai un peu mal pris, car je n'ai pas forcément compris. Je voulais savoir plus, mais elle-même n'en disait pas plus. Elle voulait pas rentrer dans les détails, par peur d'affecter notre amitié et que je ne comprenne pas et que je l'abandonne. Donc la première tentative de suicide a été très difficile pour moi. J'ai dû me faire accompagner, non pas par des spécialistes, mais plutôt au niveau de mon entourage, de ma famille, leur en parler aussi, car c'était quelque chose de très lourd. Okay. Mais du coup, comme tu nous as dit, tu as trouvé des ressources autour de toi pour avoir de l'aide pour toi-même en tant que proche. Oui, bien sûr. J'ai eu la possibilité d'en parler à des soignants qui sont de ma famille et plutôt aussi des personnes très ouvertes d'esprit, donc qui m'ont guidée, qui m'ont permis d'avoir une certaine approche par rapport à cette personne. Et c'est vrai que c'était pas forcément les réponses auxquelles je m'attendais, mais je me dis que c'est pour la bonne cause. J'ai fait appel à eux et ils m'ont aidé et jusqu'à maintenant ils m'aident à pouvoir accompagner cette personne. Et du coup, comment tu te sens actuellement face à cette situation? Est-ce qu'il y a des tentatives encore? Comment tu te sens? Alors, actuellement, il n'y a plus de tentatives, car cette personne est hospitalisée, mais je me sens impuissante, car la dernière tentative de suicide, elle ne m'a pas prévenue, et on venait de passer un week-end ensemble, donc je me suis dit que tout allait bien, et c'est après que j'ai reçu un coup de fil pour savoir ce qu'elle avait fait, donc j'ai senti une certaine impuissance en moi et je me suis sentie mal pour elle car je savais tout ce qu'elle avait vécu et je n'ai rien pu faire par rapport à cela. On ne peut pas tout faire, mais
d'habitude, j'arrivais à la convaincre, à la raisonner, mais cette fois-ci, je n'ai pas réussi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup blessée. Et j'ai dû quand même faire un petit retrait dans notre amitié, car j'avais peur que ça impacte justement ma façon de voir les choses. Ok, mais du coup, tu disais que tu apprenais ces tentatives, mais tu les apprenais, c'est elle qui te le disait ou tu les apprenais par une autre personne? Eh ben non, c'est elle-même qui prenait son téléphone, soit elle m'appelait, soit elle m'envoyait un message pour m'informer, voilà, que je vais faire telle chose, je me sens pas bien, il y a telle chose qui se sont passées dans ma vie, que je veux en finir et tout. Et je prenais un moment pour lui expliquer comment moi je voyais les choses, que voilà, qu'elle n'était pas seule et qu'elle ne va jamais l'être. Sur son entourage, elle s'attendait à ce que tout le monde soit présent pour elle. Elle s'attendait à ce que tout le monde soit présent pour elle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc oui, elle m'en informait, mais cette fois-ci, elle l'a pas fait. Mais du coup, quand elle t'informait de ces tentatives, quelles actions que tu mettais peut-être en place pour l'aider? Peut-être pas de grandes actions, mais est-ce qu'à ton niveau, est-ce que peut-être tu l'apprenais à part ou tu l'emmenais en week-end pour qu'elle se change les idées, quelque chose du genre? Alors, étant donné que j'étais loin d'elle, je communiquais plus par message et au téléphone. Mais si j'avais la possibilité, oui, effectivement, j'aurais aimé qu'elle soit auprès de moi, car elle-même le disait que ma présence allait plutôt la rassurer et lui en empêcher de faire toutes ces choses horribles. Et donc oui, en étant loin d'elle, je mettais en avant mon savoir-faire avec la parole, la communication, et en ayant côtoyé aussi des personnes comme elle. Donc je mettais en avant la communication afin de savoir le pourquoi du comment et chercher tout ce qui pouvait lui apaiser l'esprit et essayer de faire en sorte qu'elle soit entourée que de ça. D'accord. Et aussi, que penses-tu en fait qu'il serait important de faire pour changer, enfin de faire ou de changer pour mieux prévenir ce genre de situation? Alors, de mon point de vue, je dirais qu'il faut toujours qu'on observe autour de nous, car les tentatives de suicide ne sont pas anodines. Je dis que l'observation est très importante chez une personne, qu'on la connaisse ou pas. Et la communication, c'est la clé de tout. Forcément, toutes ces personnes, toutes ces victimes ne réagiront pas de la même façon, n'auront pas forcément envie d'aller plus loin sur le sujet, mais en allant voir des spécialistes ou bien des personnes de la famille, si on est proche de ces victimes, leur en parler car ils ont une meilleure approche que nous, ou en allant voir aussi des spécialistes aux urgences ou autres, on pourrait quand même réduire le taux de suicide, car et en essayant aussi de comprendre qu'est-ce que c'est le suicide, comme vous avez expliqué, et ce qui est une bonne chose, en essayant de nous-mêmes d'en être informés, de savoir comment prévenir ces risques et comment en faire face. Oui, c'est vrai. Nous, à l'IFSI, par exemple, je sais qu'on travaille beaucoup sur l'observation, sur la communication, mais c'est vraiment quelque chose que tout un chacun devrait faire dans la vie de tous les jours, en fait, parce que c'est très important. Ouais, on devrait tous travailler ça, la communication verbale, non verbale. Surtout que chez les jeunes, la communication est parfois très compliquée. C'est ça, c'est difficile. Hein. Oui. Exemple, moi j'ai un ami, je ne vais pas mentir, un ami proche. Hein. Je suis au courant en fait qu'il a fait une tentative, on va dire, mais je vais toujours pas en fait oser lui parler, lui demander, lui dire voilà quoi. Alors que c'est vraiment un ami très 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 proche et que c'est après que je me suis rendu compte en fait de la gravité de la chose. Il a essayé de me prévenir même avant, mais en fait j'ai pas fait attention. Enfin, j'ai vu des signes, mais j'ai pas fait attention. Justement, parfois les personnes elles ont du mal à parler ouvertement, mais quand tu regardes leur comportement, parfois
En fait, leur comportement, c'est un appel à l'aide. Tu vois, c'est un peu comme si elle est près de toi, la personne, mais tu sens par exemple qu'elle est en train de te dire aide-moi, s'il te plaît. C'est ça. Tu vois, juste par son comportement, sa façon de faire, peut-être que elle va être plus distante que d'habitude et là tu dois te poser des questions. Non, mais c'est pas tout le monde qui va se dire oui, peut-être qu'un tel, ben, aujourd'hui elle va pas bien. Ou peut-être on va plus se dire ben, je vais la laisser de côté et tout. Mais parfois c'est pas le mieux à faire. C'est ça, après franchement t'as raison parce que moi personnellement j'ai vu qu'il s'est éloigné, mais en fait je me suis pas inquiété plus que ça en fait. Il répondait pendant une semaine, 2 semaines, j'ai vu qu'il répondait plus au téléphone. Là, je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre quand même. Du coup, je suis allé m'informer, aller demander à d'autres amis, justement, et c'est eux qui m'ont appris ça. Et comme... ouais, bon. En tout cas, comme madame avait dit, c'est quand tu apprends la nouvelle, en fait, c'est sûr, en fait, tu te dis, mais comment ça m'est tué là, enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Pourquoi? Parce que pour toi, voilà, quoi, ça n'a pas de sens. Tu en veux à la personne presque d'avoir fait ça alors que c'est elle qui est en difficulté. Notre intervenante peut nous le confirmer? Effectivement. Oui, c'est tout à fait vrai. Hein. Et puis, juste pour rebondir aussi sur les appels à l'aide qui sont totalement différents et propres à chacun. Cette personne, ses appels à l'aide, c'était de se mutiler et puis de le poster. Et en allant lui poser la question, elle répondait non, ça va, alors que pas du tout. Il fallait creuser et puis chercher à savoir ce qui n'allait pas. Et en apprenant toutes ces choses, en creusant un peu, encore une fois, la communication, c'est la clé de tout. On se rendait compte que cette personne était malheureuse et avait besoin de suivi, non seulement professionnel, mais aussi avec sa famille, avec ses amis. Et ce n'était pas tout le temps le cas, mais c'est vrai que lorsqu'on apprend que la personne a réussi à arriver à ses fins, c'est la goutte d'eau, franchement, qui fait déborder le vase. C'est compliqué à surmonter. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la personne bénéficie d'un soutien au niveau des professionnels, de sa famille, de ses amis, un soutien qui est nécessaire? Alors, au niveau est-ce qu'elle est accompagnée? du professionnel, oui, elle est très accompagnée professionnellement. Voilà, elle voit un psychiatre, psychologue, et puis elle est hospitalisée. Donc, je dirais que ça a fait d'une partie disparaître ses pensées pour l'instant, mais en termes d'accompagnement familial, je dirais que non. Moi, c'est mon point de vue, encore une fois, mais non, je trouve qu'elle n'est pas assez comprise par les personnes qui l'entourent. Et c'est vraiment dommage, car pour moi, ce sont les personnes qui seraient aptes à l'aider le mieux et le plus que possible. Et malheureusement, elle n'est pas assez entendue et ni comprise, ce qui fait que voilà, il y a toujours un jugement de valeur. Et ces personnes, n'ayant peut-être pas encore compris qu'est-ce qui se passe, ce qui lui arrive, ne pensent pas qu'elle aurait pu aller jusque-là. Donc, elle se fait juger. Et c'est ce qui fait que les envies reviennent. C'est très dommage aussi. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes justement qui ne comprennent pas les souffrances des personnes qui ont des pensées suicidaires et qui justement vont minimiser peut-être la manière de penser de l'autre? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour peut-être essayer de leur ouvrir les yeux sur la situation? Alors, ce que je pourrais conseiller à ces personnes, c'est tout d'abord d'être informé de ce que c'est le suicide. Donc, comme vous avez relevé dans vos recherches, que les jeunes sont très touchés par cela. Et que si ça leur intéresse encore plus, de s'informer s'ils ont des proches qui y sont confrontés. Et puis de faire des exercices de communication avec ces personnes, pas forcément des personnes qui le sont, mais des exercices de communication, être très informé de ce que c'est le suicide, du pourquoi,
Et puis, voilà, c'est juste, voilà, si on a la volonté, on peut aller plus loin dans notre façon de penser. Et si ces personnes veulent aider, ce serait la bonne chose à faire pour commencer d'abord. D'accord, donc si tu avais un message à faire passer pour conclure, quel serait-il pour ceux qui sont dans la même situation que toi, par exemple? Parce qu'on a vu quand même, enfin, tu nous as quand même, de ce que tu nous as dit, tu es quand même, ça t'a quand même un peu touché, affecté. Pour toutes ces personnes qui sont comme moi, qui se sentent impuissantes, qui ne savent plus quoi faire, j'aimerais d'abord leur dire de prendre soin d'eux avant, car on ne peut pas aider quelqu'un de malade si nous-mêmes nous le devenons. Donc d'abord de penser à sa santé mentale, car c'est très important, et puis de pouvoir de se sentir rebondir afin d'aider ces personnes qui sont dans le besoin et de ne pas avoir peur de mettre une certaine distance avec ces personnes. Si vous savez que vous avez aidé, que vous avez fait de tout votre possible pour les aider, de ne pas avoir peur de mettre cette distance, car non, ce n'est pas pour blesser la personne soignée, mais c'est pour reculer pour mieux sauter. Donc, c'est très important de penser à soi avant de penser aux autres. D'accord. Eh bien, on te remercie pour avoir bien voulu témoigner et pour cet échange très agréable. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Donc, on a eu ton point de vue et tu nous as beaucoup appris quand même. Oui, c'est ça. Merci, il n'y a pas de souci. Et les conseils, c'est ça, les conseils que tu donnes, tout, franchement. Tu as bien parlé. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi. Prends soin de toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, après ce témoignage, on va continuer, on va poursuivre sur les complications des pensées, donc des actes suicidaires. Donc, quels impacts ont ces pensées sur les jeunes et leur entourage selon vous? Enfin, moi, je pense, Kimani, qu'un décès par suicide, ça entraîne un effet émotionnel. C'est important sur toutes les personnes, un effet émotionnel important sur toutes les personnes impliquées, en fait. Comme dans le témoignage, la famille est touchée, les amis, l'équipe pédagogique à l'école, les camarades. J'ai pas dit les amis, les camarades. Oui. Et en fait, une tentative de suicide, elle provoque des séquelles physiques et psychiques, des troubles neurologiques, des atteintes viscérales qui peuvent être suivies par des impotences fonctionnelles ou traumatismes. Pas traumatisme que physique, traumatisme psychologique aussi. D'accord. Il y a un impact social, n'est-ce pas, Noémie? Mais bien sûr qu'il y a un impact social. Donc, il y a un fort impact social, que ce soit pour la personne en détresse ou son entourage. Donc, tout à l'heure, notre témoignage nous l'a confirmé. Car oui, même son entourage peut être affecté et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Les proches aussi peuvent développer des troubles psychologiques, stress, anxiété, dépression à la suite de l'événement. Donc, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Donc, il y a aussi des difficultés professionnelles et scolaires qui peuvent être éprouvées car les pensées suicidaires peuvent entraîner des difficultés à garder un emploi ou retourner au travail en cours. Et de même, un rejet de la part des proches ou de la société, ce qui peut aggraver les sentiments de solitude, d'abandon et donc de récidive. Voilà. Car il y a beaucoup de jugements, surtout chez les jeunes, à l'école. Oui, on connaît ça. On connaît. C'est vrai. On a aussi du coup les séquelles physiques, comme tu as dit, Kirsan. On peut y avoir des traumatismes crâniens même. Ça peut aller très loin en fait. Ça peut même aller à un handicap permanent, une paralysie. Il peut y avoir aussi des problèmes cardiaques ou même rénaux, si jamais il y a une tentative de surdosage de médicaments ou même de substances qui pourraient entraîner des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux. Par ailleurs, on n'y pense pas forcément, mais cela entraîne des complications économiques aussi, car oui, les soins médicaux et psychologiques nécessaires après une tentative
peuvent entraîner des coûts importants, que ce soit pour la personne, pour la famille, pour ses proches. On parle ici en fait de l'hospitalisation, de la rééducation, des traitements à long terme, etc. Effectivement. Oui. Et pour les séquelles physiques, effectivement, il y a différentes séquelles physiques parce qu'il y a différentes manières de mettre fin à ces jours. Donc, la plus connue, entre guillemets, ça serait plutôt la pendaison. Mais il y a, comme l'ont dit mes collègues, le surdosage des médicaments, la défenestration. Donc, voilà. Et bien sûr, la complication majeure, ça serait le décès. Oui, c'est sûr. Donc, on poursuivra sur quelques signes avant-coureurs qui peuvent être levés. Oui, donc voici quelques signes observables chez les jeunes avant le passage à l'acte. Donc, on a les changements comportementaux. Donc, il y a l'isolement social. Donc, le jeune, il se retire des activités sociales, il s'éloigne de ses amis. Il y a les changements d'humeur. Donc, le jeune peut devenir agressif, irritable, triste ou montrer une anxiété accrue. Et il y a aussi la perte d'intérêt, c'est-à-dire qu'il manifeste un désintérêt pour les activités autrefois qu'il appréciait. Donc, nous avons aussi quelques signes physiques qui sont avant-coureurs. Donc, la mutilation. Donc, beaucoup de jeunes ont tendance à se mutiler, à se faire du mal eux-mêmes. Les troubles du sommeil qui se manifestent par des insomnies ou un sommeil excessif. Le changement d'appétit, donc la perte d'appétit ou la boulimie. Et une fatigue constante, donc le sentiment de fatigue ou d'épuisement sans raison apparente. Voilà. Du coup, on a aussi les signes émotionnels et psychologiques, par exemple le sentiment de désespoir. Le jeune se sent inutile et éprouve de la culpabilité en fait. Il y a aussi les propos suicidaires, parler de mourir ou avoir l'envie de se faire du mal. Souvent, les jeunes peuvent exprimer leur envie de se faire du mal et en fait un entourage de jeunes en fait ils vont peut-être prendre ça à la légère, penser que c'est une blague alors que parfois une blague peut cacher quelque chose de très sombre. Surtout qu'il y a diverses manières de les montrer, de partager son sentiment de désespoir, comme nous disait l'intervenante avec les réseaux sociaux, mettre sur les statuts. Mais après, comme on l'a vu aussi, le plus souvent quand elle exprime encore en tout cas voilà quoi, sa détresse, on va dire, c'est un appel à l'aide. C'est ça en fait, c'est encore pas bon, mais elle n'est pas encore arrivée jusqu'à la tentative, parce que quand on arrive à la tentative en fait, voilà quoi, il y a plus de silencieux. C'est ça, ça comme signe émotionnel psychologique toujours, on a aussi l'automutilation, l'acte d'automutilation de blessures auto-infligées. Comme on a parlé tout à l'heure, avant on pensait que c'était une mode, mais en fait non. Pas du tout. Il y a aussi les comportements à risque, par exemple la consommation de substances. Donc si vous voyez un de vos proches qui se met à boire de l'alcool, prendre des drogues alors que ce n'est pas du tout son habitude de base, c'est aussi un signe avant-coureur. Il y a aussi le comportement impulsif, donc la prise de risque inconsidérée ou les comportements dangereux. Je peux par exemple soulever quelqu'un qui va rouler trop vite de manière excessive, sans raison valable, ça peut être aussi un signe avant-coureur. Oui, et il y a surtout le truc qui dit oui, on n'a qu'une vie, allons-y. Ouais, exactement. Moi j'ai tendance à dire si on a une seule vie, il faut la protéger. Voilà. Il y a ceux qui disent vive lui, mais pas trop quand même, avec modération. Voilà. Surtout les vaudis et la vie. Après, on retrouve aussi des signes d'alerte spécifiques, c'est-à-dire que la personne va préparer sa mort, elle va donner ses biens, rédiger un testament, rédiger des lettres à ses proches. On retrouve aussi, lorsque les jeunes vont chercher en fait sur Internet, sur Google, les réseaux, des moyens, des modes pour se suicider, que ce soit, comme on a dit, par les médicaments, les substances illicites, l'alcool, il peut y avoir beaucoup de méthodes. Pendaison. Donc du coup, tous les signes que nous venons d'évoquer, bien évidemment, ne doivent jamais être pris à la légère.
Donc, si vous observez, chers auditeurs, ce type de comportement dans votre entourage, il est essentiel d'agir rapidement en offrant un soutien émotionnel et en orientant la personne vers des professionnels de santé mentale. Oui, donc mes collègues et moi-même vous avons exposé quelques signes, mais que pourrons-nous faire concrètement face à ces signes? Donc on va maintenant vous énoncer quelques conseils pratiques pour aider un jeune en détresse. Donc écouter sans juger, donc être une oreille attentive, encourager à chercher de l'aide, à parler à un professionnel de la santé mentale ou dans son entourage. Il y a aussi la Fondation Jeunes en Tête. C'est une organisation qui offre des ressources et des soutiens pour les adolescents en crise, y compris pour les conseils sur la gestion de la dépression et les pensées suicidaires. Il existe différentes ressources à l'échelle locale et nationale. Donc, nous avons les centres de santé mentale, les lignes d'écoute et les groupes de soutien en Guadeloupe. On a le numéro SOS Amitié, donc le 09 72 39 40 50. 09 72 39 40 50. Il y a aussi la ligne nationale de prévention du suicide, le 31 14. Le 31 14. C'est un numéro qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui est gratuit en plus, donc n'hésitez pas, et confidentiel. On retrouve aussi les CMP, les centres médicaux psychologiques. Ce sont des centres qui offrent des consultations gratuites avec des psychiatres, des psychologues et des psychologues, et les autres professionnels de santé mentale. Ils peuvent vous apporter un soutien adapté surtout à vous en tant qu'adolescent. On retrouve aussi la MDA, donc la Maison des adolescents en Guadeloupe, qui se trouve à Bémao. Initiative Éco, Allo Écoute, qui est le 0800 39 19 19. 0800 39 19 19. Il y a aussi l'EMADO, qui se situe en Grande Terre. Donc c'est une équipe mobile de spécialistes des troubles psychiques, comprenant du coup un médecin, un psychologue, des infirmiers et un éducateur spécialisé. Elle est disponible pour intervenir en cas de besoin. Il y a également le SOS Suicide et aussi on a en Guadeloupe une plateforme qui s'appelle Vigilance. C'est ça. Donc VIGILANS. Et du coup, Noémie, est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, juste la ligne nationale de prévention de suicide? Bien sûr, je vais te la rappeler. C'est le 31 14. N'hésitez pas à appeler pour vous faire écouter, voilà. Donc, après tout, ces bons conseils et comment agir face à des signes qu'on ne pourrait retrouver chez quelqu'un qui voudrait se suicider, notamment un jeune, on va passer à une petite pause musicale. Oui, donc nous nous retrouvons. Un beau message de Warped avec sa chanson Détimo qui nous montre bien l'importance de prendre soin des autres, de nos proches, car même si on peut voir quelques petits signes, la mort ne prévient pas, donc voilà. Et disons-nous je t'aime, c'est important. Voilà. Du coup, on va passer à la conclusion de notre émission. Donc, c'est un sujet dédié au suicide chez les jeunes en Guadeloupe. Donc nous avons exploré les causes, les signes avant-coureurs et les moyens de prévention. Il est crucial de rappeler que chaque vie est précieuse et que personne ne devrait se sentir seul face à la détresse. Et avant de conclure, chers collègues présents sur le plateau, auriez-vous des conseils à un jeune qui se sent seul et désespéré? Alors moi, j'inviterais aux jeunes à parler à quelqu'un. Partager les sentiments peut alléger le poids que vous portez. Parler à quelqu'un de confiance peut vous apporter du réconfort et de nouvelles perspectives. Comment faire? Choisissez une personne en qui vous avez confiance, comme un ami proche, un membre de la famille, un enseignant ou un conseiller scolaire. Dites-leur simplement que vous traversez une période difficile et que vous avez besoin de parler. Cherchez de l'aide professionnelle. L'important, c'est que les professionnels de la santé mentale sont formés pour vous aider. Vous n'êtes pas fou si vous allez voir un psychologue et à comprendre
et à gérer vos émotions. Ils peuvent vous fournir des outils et des stratégies pour faire face à votre détresse. Comment faire? Prenez rendez-vous avec un psychologue, un psychiatre ou un conseiller. Vous pouvez également contacter des lignes d'écoute ou des services de santé mentale qu'on a justement énumérés tout à l'heure. Comme vigilance. Si vous le pouvez aussi, du coup, il faut rejoindre des groupes de soutien parce que c'est important en fait de rencontrer d'autres personnes qui vivent peut-être des expériences qui sont similaires et ça peut vous aider en fait à vous sentir moins isolé et à trouver du soutien. Pour cela, recherchez des groupes de soutien locaux ou en ligne, comme on vous en a déjà donné pas mal, hein, c'est ça, on vous en a déjà pas mal de solutions. Et du coup, de nombreuses organisations offrent des groupes de discussion pour les gens en difficulté. Il est important aussi du coup de prendre soin de vous en fait. Comme l'intervenante avait dit tout à l'heure là, en fait, tu peux pas prendre soin de quelqu'un si toi-même tu prends pas soin de toi en fait. Et du coup, c'est très important en fait d'avoir une bonne hygiène de vie. Et ça peut avoir un impact positif sur votre bien-être, que ce soit mental ou physique, que ce soit des habitudes saines qui peuvent améliorer votre humeur et votre énergie. Pour cela, il faut essayer de maintenir une bonne routine quotidienne, manger équilibré, faire de l'exercice et bien sûr bien dormir le soir. C'est pas facile forcément quand on est étudiant ou même à l'école, mais il faut le faire, C'est ça, on dit tout ça, mais c'est pas toujours facile. Mais il faut essayer. Et même de petites actions comme une promenade quotidienne peuvent faire la différence dans votre vie. Effectivement, il vaut mieux éviter l'isolement parce que, comme on le sait, l'isolement peut aggraver les sentiments de désespoir. Pensez à rester en contact avec les autres. Surtout, ça peut vous apporter du soutien et de la compagnie. Essayez de passer du temps avec des amis ou de la famille, même si c'est une courte visite, un tout petit moment passé avec eux ou même une conversation téléphonique. Vous pouvez aussi participer à des activités sociales, ça peut beaucoup aider. Et surtout, n'oubliez pas de vous exprimer. Trouvez des moyens pour vous exprimer. Exprimez vos sentiments. Et en fait, exprimer vos sentiments, ça peut vous permettre de mieux les comprendre. Vous pouvez aussi noter ce que vous ressentez dans un petit carnet, comment votre journée s'est passée, ce que vous ressentez, un petit carnet que vous gardez et pensez à parler à vos proches aussi, ça peut être important et crucial. Oui, et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Donc, sachez que d'autres personnes traversent des expériences similaires, donc ça peut vous apporter du réconfort et de l'espoir. Comment faire? Alors, lisez des témoignages ou des histoires de personnes qui ont surmonté des moments difficiles, rejoignez des forums ou des communautés en ligne où vous pouvez partager vos expériences. Vous devez aussi éviter les substances nocives. N'oublions pas que l'alcool et les drogues peuvent aggraver les sentiments de dépression et de désespoir. Ils peuvent également nuire à votre santé physique et mentale. Il faudrait peut-être essayer de trouver des alternatives saines pour gérer le stress, comme l'exercice dit plus tôt par Nadia, notre collègue, et aussi la méditation ou parler à quelqu'un. Essayez aussi de vous fixer de petits objectifs. C'est important d'accomplir de petites tâches qui peuvent vous donner un sentiment de réussite et de contrôle sur vous et votre vie. Ça peut améliorer votre humeur. Alors, on peut commencer par des objectifs simples et réalisables, comme ranger votre chambre ou faire une sortie. Voilà, célébrer chaque petite victoire, c'est important. Effectivement, et aussi, soyez patient avec vous-même. La guérison prend du temps et il est important de ne pas se mettre trop de pression. Reconnaissez vos progrès, même si c'est les tout petits progrès, vraiment, ils sont très importants et cela va vous permettre à encourager et surtout à continuer vos efforts. Aussi, soyez indulgent avec vous-même et rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de faire des progrès. Prenez soin de vous et accordez-vous du temps pour vous reposer et pour vous ressourcer. N'oubliez pas de demander de l'aide, c'est une force aussi et vous méritez de vous sentir mieux et il y a des gens prêts à vous soutenir. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Oui, donc nous vous encourageons donc tous à être vigilants et à tendre la main à ceux qui pourront être en difficulté. Parlez, écoutez, surtout ne jugez pas. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traverse une période difficile, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Les professionnels de santé, les associations et les lignes d'écoute sont là pour vous soutenir.
Souvenez-vous qu'il y a toujours de l'espoir. Chaque jour est une nouvelle chance de trouver des solutions et de bâtir un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus solidaire et bienveillante où chacun se sentira soutenu et compris. Donc, pour cette émission, nous allons remercier l'intervenante et vous les auditeurs de nous avoir écoutés, en espérant que ce message en aura sensibilisé plus d'un et prenez soin de vous et des autres aussi. Merci. On vous fait des gros bisous. Ah, mais je voulais dire, comme elle n'a pas d'alcool, hein. Pas de 100 € vous dites, je sais pas. Attention. Vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît. Prendre soin de nous. Les rendez-vous de l'IFSI sur Radio Interschool. Les jeudis de 16h à 17h. L'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. On va se retrouver avec les étudiants pour qu'ils parlent de thèmes portant sur la santé. Avec des intervenants spécialisés par rapport au domaine. Les étudiants seront là pour vous apporter les informations dont vous aurez besoin. Prendre soin de nous.